Et comment se fait-il que nous sommes aussi facilement manipulables? Et j'ai consacré toute mon existence depuis 1983 à aider les individus à repérer la présence des jeux de pouvoir pour pouvoir les désamorcer dans une optique gagnant-gagnant, sans entrer dans un rapport de force et de contre-pouvoir, mais pour pouvoir se respecter inconditionnellement. Donc je me suis toujours battu pour permettre aux gens qui se font manipuler d'avoir les armes qui leur permettent de repérer, de comprendre ce qui leur arrive et de désamorcer, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de la tentative de jeu de pouvoir. Et donc pensez bien que quand au Palais Royal on m'a demandé de les aider à manipuler le peuple, vous pensez bien que je les ai envoyés chier et pas à peu près. Bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à être harcelé sur le plan administratif, puisque je rappelle que depuis 1994, j'ai subi 27 contrôles fiscaux ou gouvernementaux. C'est quand même pas mal en 26 ans avoir 27 contrôles, qui d'ailleurs n'ont jamais débouché sur quoi que ce soit, parce que j'ai une gestion qui est absolument impeccable et irréprochable. Donc jamais je n'ai subi d'importants redressements fiscaux, parfois 1000 € sur une dépense qui a été rejetée. Bon, ça c'était un os à ronger que l'administration aime bien avoir pour ne pas rentrer bredouille chez eux. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. C'est d'où vient le pouvoir de ceux qui ont du pouvoir sur vous. Et je vais prendre un premier exemple. Ce premier exemple, c'est la fable du corbeau et du renard. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu ridicule de prendre un exemple comme ça, mais je le trouve très significatif. Donc vous avez deux protagonistes. Vous avez le renard et vous avez le corbeau. Le renard est ce qu'on va dire celui qui tente de manipuler le corbeau, et le corbeau, c'est celui qui va être manipulé. Le renard voudrait avoir du pouvoir sur le corbeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le renard, et c'est ça la définition que je donne dans la dynamique relationnelle systémique, qui est la démarche que nous avons mise au point, ma première femme et moi, eh bien, dans la dynamique relationnelle systémique, la définition que je donne du pouvoir, c'est que A a du pouvoir sur B à partir du moment où A est capable de faire, de faire dire, de faire penser ou de faire ressentir quelque chose à B, contre son gré ou à son insu, mais surtout sans en prendre la responsabilité. Bien, donc j'ai pas le temps d'approfondir ça, je l'explique en long et en large dans le cadre de l'Académie des relations authentiques, mais je vous donne l'essence de cette définition. L'essence, c'est si A est capable de faire, de faire dire, de faire penser, de faire ressentir quelque chose à B, eh bien on pourra dire que A a du pouvoir sur B. Bon, mais quelles conditions faut-il avoir pour que A ait du pouvoir sur B? Comment est-ce que A va s'y prendre pour que B fasse, dise, pense ou ressente ce que A voudrait que B fasse, dise, pense ou ressente? C'est là tous les jeux de manipulation, c'est là tous les jeux qui sont utilisés par les manipulateurs. Et donc le renard ici utilise une stratégie qui est la stratégie de la flatterie. Il sait que le corbeau est un animal qui est en recherche de reconnaissance, qui est en recherche de plaire, de séduire, etc. Et donc le renard arrive et lui fait toute une cour en disant oh, si votre plumage, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix ou vous êtes le, oui c'est ça, des hôtes de ce bois, etc. Enfin tout le baratin. Et le corbeau veut évidemment lui prouver que son ramage est aussi beau que son plumage, et donc il ouvre un large bec et laisse tomber son fromage. Bien. Donc, si on regarde ce qui s'est passé, c'est que le renard a fait une tentative de jeu de pouvoir. Et ça, c'est vraiment la clé que je veux vous expliquer aujourd'hui dans le cadre de ce que nous vivons avec le port du masque obligatoire, par exemple. C'est que donc, l'autorité veut vous faire quelque chose.
ouvrir le bec. Vous, c'est plutôt fermer le bec et mettre un masque sur votre bouche. Mais ça, c'est ce que j'appelle dans la dynamique relationnelle systémique une tentative de jeu de pouvoir. Ce n'est à ce stade-là qu'une tentative de jeu de pouvoir. C'est un essai. Oh, maître Corbeau, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Imaginez que le corbeau prenne son fromage en main, enfin, dans ses ailes, on va dire, et dise au renard, « Mon vieux, la flatterie avec moi, ça ne marche pas. » Qu'est-ce qui se passe pour le renard? Ben rien. Le renard se retrouve instantanément en situation d'impuissance. Et ça, il faut que vous le compreniez. Ça, il faut que ça rentre dans votre tête. Tout manipulateur vit aux dépens de celui qu'il essaye de manipuler, comme tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ça veut dire que les autorités vivent aux dépens de vous. De la même façon que la minuscule minorité de psychopathes milliardaires vit aux dépens des gouvernements, des médias, des fact-checkers, des faux lanceurs d'alerte qui sont là pour brouiller les pistes, mais qui sont payés par l'OMS, qui sont payés par les agences de presse, qui sont payés par les gouvernements pour faire semblant d'être des citoyens ordinaires qui viennent démolir le travail des lanceurs d'alerte. Ben, tous ces gens-là, voyez, les médecins, les médias, les gouvernements, les dirigeants d'État et les journalistes et les fact-checkers, tous ces gens-là sont à la solde de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires n'a de pouvoir sur tous ces gens-là que dans la mesure où ces gens-là acceptent de donner du pouvoir à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Parce que si tout le monde dans tous les pays avait fait comme Loukachenko par exemple, c'est-à-dire le président de la Biélorussie qui est président depuis 24 ans de ce pays, à savoir refuser les 92 millions de dollars que l'OMS lui promettait s'il appliquait les mêmes mesures que dans le nord de l'Italie au moment où l'Italie était en pleine crise. Si Loukachenko avait dit « Ok, vous pouvez apporter 92 millions à mon pays et une partie à moi, bien entendu. Je vais mettre mon pays en situation de confinement et je vais mettre à l'arrêt toute l'économie. » Ben, c'est clair que l'OMS aurait eu du pouvoir sur Loukachenko et sur la Biélorussie. Sauf que Loukachenko leur a dit « Allez vous faire voir, les amis. Moi, je suis du côté de mon peuple et je protège mon peuple et foutez le camp. Je ne veux pas vous voir ici. » Alors, l'OMS a envoyé le FMI quelques jours plus tard pour proposer cette fois-ci un prêt de 900 millions de dollars américains à Loukachenko, toujours. Et Loukachenko est resté incorruptible. Résultat des courses. Eh bien, ni l'OMS, ni le FMI n'ont eu du pouvoir sur Loukachenko parce que tout simplement, Loukachenko n'est pas rentré dans le jeu. C'est ce que j'appelle dans la dynamique relationnelle systémique une relation de complicité circulaire, c'est-à-dire que A n'a du pouvoir sur B que dans la mesure où B lui donne le pouvoir d'avoir du pouvoir sur lui. C'est ça la complicité circulaire. C'est que donc, quand quelqu'un a du pouvoir, et ça c'est une excellente nouvelle pour vous, donc écoutez là, quand quelqu'un a du pouvoir sur vous, ça veut dire que d'une manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, vous êtes en train de donner du pouvoir à celui qui a du pouvoir sur vous.
Vous lui donnez le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et plus vous lui donnez du pouvoir, plus A va pouvoir renforcer son pouvoir sur vous. Et plus il renforce son pouvoir sur vous, plus vous allez devoir accepter ce pouvoir. Et plus vous êtes liés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui se passe au niveau de nos dirigeants actuellement dans la plupart des pays? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tous ces ministres de la santé, tous ces premiers ministres, tous ces présidents de pays, n'avez pas l'impression qu'ils ont un gun sur leur tempe pour l'instant? Parce qu'il y a d'excellentes façons de renforcer le pouvoir sur quelqu'un et de le soumettre. Vous savez comment? Et ça, je l'ai découvert après l'affaire Dutroux. C'est que si vous faites partie d'une certaine sphère de la société, on va commencer à vous inviter de temps en temps à des soirées spéciales. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces soirées spéciales, allez revoir ou allez voir le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ça va? Allez voir ça. Donc, on vous invite à des soirées spéciales. Des soirées qui, très souvent d'ailleurs, n'admettent que les hommes. Et dans ces soirées très spéciales, vous allez retrouver beaucoup de jeunes femmes très belles et très peu vêtues, pour ne pas dire complètement à poil. Et que la fête commence avec aussi de la cocaïne à profusion, évidemment, tout ça, ça fait partie de la personne ou l'institution ou la demeure qui invite. Donc, on se prend des lignes de coke, on s'envoie en l'air avec ces jeunes femmes, la plupart du temps prostituées ou esclaves sexuelles. On vous drogue, vous buvez bien, etc., etc. Et puis on introduit un peu plus tard dans ces soirées des mineurs, des petits garçons, des petites filles. Vous, comme vous êtes complètement pété, une prostituée de 18 ans, de 20 ans ou une prostituée de 14 ans, vous savez, il suffit de bien maquiller certaines jeunes filles de 14 ans pour qu'elles ressemblent à une jeune femme de 18-19 ans. Et vous baisez avec. Et pendant ce temps-là, les organisateurs de cette fête très spéciale réunissent des preuves du fait que vous avez baisé avec des mineurs, sans en être nécessairement très conscient. Mais par la suite, quand on a besoin de vos services pour imposer un confinement, pour imposer une mise à l'arrêt de l'économie d'un pays, quand on veut que vous imposiez finalement des mesures qui vont mettre à mort la classe moyenne d'un pays, évidemment, vous allez avoir une petite gêne, vous allez avoir une petite réticence. Sauf que là, on va vous montrer quelques photos prises lors de ces soirées spéciales. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Ça s'appelle du chantage. Ça, c'est pour certaines personnes qui font partie de nos gouvernements. D'autres personnes, il suffit de leur proposer quelques centaines de milliers d'euros ou de dollars ou quelques millions d'euros ou de dollars sur des comptes dans des paradis fiscaux pour obtenir leur allégeance, leur soumission, leur docilité. Et même lorsqu'ils se rendent compte que les mensonges qu'on leur a demandé de diffuser auprès de la population n'ont plus aucun sens. Quelle est la seule issue qu'ils ont à ce moment-là? C'est de continuer à mentir, parce que s'ils arrêtent de mentir, le scandale éclate. Et comme ils veulent sauver leur peau, ces gens-là,
eh bien, ils continuent. Mais donc, vous vous rendez compte que ces gens corruptibles et donc corrompus ont donné le pouvoir à la minuscule minorité de psychopathes milliardaires parce qu'ils avaient des choses à se reprocher. Alors, vous voyez, là, on en est au niveau des médias, des gouvernements, des premiers ministres, etc., etc. On va reproduire maintenant la même chose à l'étage en dessous. On va demander, par exemple, aux commerçants, aux entreprises, de jouer le rôle de la police. Déjà, je trouve que le concept est totalement incongru. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise de jouer à la police, c'est-à-dire d'imposer à ses propres clients le port du masque. Et remarquez comme le gouvernement a fait les choses de façon très perverse. Parce que si le gouvernement avait imposé tout de suite à la population le port du masque dans les magasins, ça créait un problème légitime. Mais à partir du moment où on impose à des commerçants de faire respecter une injonction, un décret à l'intérieur de leur propre commerce, on met les commerçants dans une situation quasiment inextricable, puisque si le commerçant n'est pas d'accord avec le décret, ce qui est le cas de beaucoup de commerçants, ça les emmerde les commerçants. Et les commerçants se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins de chiffre d'affaires depuis la fin du confinement, parce qu'on nous a dit « ouais, ça y est, c'est le déconfinement », mais en fait, c'est pire que pendant le confinement. Parce que, au moins pendant le confinement, pour ce qui est des épiceries en tout cas, on pouvait y aller sans masque. Donc tout le monde allait faire ses courses. Bon, il fallait faire la file à l'extérieur. Quand il faisait froid comme ici au Québec, c'était un peu désagréable, mais au moins on pouvait rentrer dans le magasin sans aucune condition. Maintenant, vous savez, moi, je n'ai pas été une seule fois au restaurant depuis la fin du confinement. Parce que ça m'emmerde de respecter ces règles qui n'ont aucun sens. Je n'ai pas été une seule fois au cinéma. Pourtant, il y a des films que j'aimerais bien aller voir, mais je ne vais pas au cinéma. Je n'ai pas été en Europe parce que les compagnies aériennes sont en train d'imposer des mesures qui sont totalement inacceptables, avec en plus l'obligation d'une quarantaine de 14 jours au moment d'arriver dans un pays. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires des commerçants est en train de chuter. Mais regardez, les commerçants sont pris entre deux feux. Soit ils refusent d'imposer cela et donc à ce moment-là, ils reçoivent des amendes et on ferme leur commerce. Soit ils imposent des mesures avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement d'accord et donc les clients sont tellement fâchés que les clients ne viennent plus dans le commerce. C'est-à-dire que cette acceptation d'imposer le port du masque obligatoire dans son commerce, c'est encore une façon de donner du pouvoir à un gouvernement qui est illégitime et corrompu. Et donc, quand les commerçants me disent « Oui, mais tu sais, je n'ai pas le choix, Jean-Jacques », je suis désolé, vous avez toujours le choix. Pas une seule fois, pas une seconde, j'ai porté le masque dans un seul commerce. Pourtant, je vais faire mes courses dans un magasin d'alimentation biologique qui impose le masque, mais moi je rentre sans masque. Quand je vais faire le plein d'essence, je vous l'ai déjà dit dans une autre conversation du lundi, je rentre dans la boutique sans masque. Les 2 premières fois, le caissier m'a dit « Monsieur, vous n'avez pas de masque ?» Et je lui réponds « Non ». Et ça se termine là. « Ah bon ?» Bon, ben ça fera 35 $ pour cette fois-ci. J'ai été au bureau de poste à plusieurs reprises. Tout le monde porte le masque. Je ne porte pas le masque. J'ai loué une camionnette, puisque nous avons fait le déménagement de nos bureaux. Donc ça y est, nous n'avons plus de bureau physique maintenant. Donc j'ai dû aller louer une camionnette. Je suis rentré sans masque. La dame m'a dit « Monsieur, vous devez porter le masque ».
Je dis, madame, je suis désolé, mais je ne supporte pas le masque. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, à votre place, je ne le porterai pas non plus parce qu'il y a de plus en plus de cas de problèmes pulmonaires et respiratoires chez les gens qui font du sport avec leur masque, par exemple. Et ce qui était très drôle, c'est que cette dame a du coup mis le masque sur son cou et on a eu toute notre conversation sans masque, elle et moi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous n'acceptez pas une injonction qui n'a aucune justification, ni sanitaire, ni légale, ni scientifique, la personne qui vous impose cette injonction est en situation d'impuissance comme le renard l'aurait été avec le corbeau. Je vous donne un exemple pour illustrer cela. Et puis je vous donnerai des suggestions de choses que vous pouvez faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai un ami argentin qui m'a appelé dernièrement et qui m'a raconté ce qui s'est passé à Rosario, qui est une ville à 300 km de Buenos Aires, une ville dans laquelle je me trouvais au mois de mars dernier. Et le maire de Rosario est devenu complètement fou, obsessif, obsessionnel, et il a voulu imposer à la ville entière que, à partir de 19h, les bars et les restaurants devaient être fermés. Or, vous imaginez bien que dans tous les pays hispanophones, les restaurants, ils s'ouvrent à 19h et on mange jusqu'à 23h ou minuit. Hein, c'est comme en Espagne, si vous voulez. Et donc, il avait dit, à partir de la semaine prochaine, les restaurants et les bars doivent être fermés à partir de 19h. Dans la semaine, entre le moment où il a donné cette injonction et le moment où le décret devait être mis en application, les restaurateurs de la ville complète se sont mis ensemble. Les tenanciers de bars se sont mis ensemble et ils ont tous décidé, vous m'entendez? Ils ont tous décidé d'ouvrir leurs restaurants et leurs bars à 19h, le jour où normalement ils auraient dû tout fermer. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Rien. Il ne s'est rien passé parce que la police ne savait pas où donner de la tête et puis finalement la police s'est rendu compte que c'était une mesure totalement disproportionnée par rapport aux bénéfices qui étaient recherchés. Comment ça se fait que jusqu'à 18h59 le virus n'est pas virulent et à partir de 19h le virus est virulent? Comment est-ce que, même ceux qui croient à la virologie traditionnelle, comment est-ce qu'on peut croire ce genre de conneries-là? Mais ce que je veux illustrer ici, c'est que ce maire aurait eu le pouvoir sur les commerçants si les commerçants s'étaient soumis à l'injonction. À partir du moment où les commerçants se sont mis ensemble en disant « cette mesure est injuste, elle risque de nous mettre en faillite », et nous allons refuser, nous allons nous mettre debout et nous allons dire non, nous n'entrons pas dans ce jeu. Et c'est totalement non violent, vous voyez, ils n'ont pas été faire la révolution, ils n'ont pas été casser les vitres de la mairie de Rosario, ils ont simplement ouvert et ils ont reçu leurs clients, comme d'habitude. Du coup, le maire a dû faire marche arrière et a dû retirer son décret et son interdiction. Est-ce que vous commencez à comprendre donc d'où vient le pouvoir que les autorités ont sur vous? Les autorités n'ont du pouvoir sur vous que dans la mesure où vous vous soumettez à cette autorité. Et là, nous avons bien été conditionnés depuis notre plus tendre enfance à écouter l'autorité et à même projeter sur l'autorité une image de bon père de famille ou de bonne mère de famille. C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer un seul instant que les autorités puissent avoir des intentions négatives et malveillantes vis-à-vis de nous.
Donc du coup, comme nous avons appris dès le plus jeune âge et puis dès le moment de l'école, la soumission à l'autorité, c'est ça la racine du pouvoir que vous subissez actuellement. Donc, quand vous continuez à porter vos masques, eh bien je suis désolé, vous continuez à donner du pouvoir sur ceux qui veulent avoir du pouvoir, sur ceux qui font des tentatives de jeu de pouvoir sur vous, mais ces tentatives de jeu de pouvoir se transforment en pouvoir parce que vous leur avez donné le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous. Je n'ai pas porté un masque plus d'un dixième de seconde. En fait, je n'ai pas porté de masque dans les commerces parce que je refuse de porter un masque. Parce que porter un masque, c'est envoyer un message à l'autorité en disant « Vous pouvez me soumettre et demain, vous pourrez me soumettre aussi pour un vaccin. Après-demain, vous pourrez me soumettre pour un puçage. Après-demain, vous pourrez me soumettre pour un traçage numérique permanent avec reconnaissance faciale et surveillance par des drones qui seront connectés avec la 5G. Et dans quelques semaines, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, j'accepte un pouvoir totalitaire absolu où je n'aurai plus aucune liberté si je n'accepte pas de devenir un humain génétiquement modifié et si je n'accepte pas ce plan transhumaniste de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Donc ces minuscules minorités de psychopathes milliardaires qui ne sont que 200 familles, dont les principaux évidemment sont les Rothschild, les Rockefeller, les Carnegie, les Clinton, les Bush, et plein d'autres familles que je ne vais pas vous citer ici parce que je ne les connais pas tous par cœur. Ces gens-là n'ont du pouvoir que parce qu'ils sont capables de corrompre, parce qu'ils sont capables de soumettre des larbins qui s'appellent Macron, qui s'appellent Trudeau, qui s'appellent Legault, qui s'appellent Arruda, qui s'appellent Maggie de Bloch, etc., etc., et tous les autres dont je ne connais pas les noms. C'est de là que viennent leurs pouvoirs. Donc la bonne nouvelle de cette conversation du lundi, c'est que dès maintenant, vous pouvez mettre fin au pouvoir que les autorités ont sur vous. Dès maintenant. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est de vous mettre ensemble. Donc, si vous désobéissez, mettez-vous à 10 et rentrez dans un magasin à 10 sans masque. Bonne chance aux commerçants. Allez parler aux commerçants. Dites-lui, je n'entre plus dans votre magasin si vous continuez à m'imposer le port du masque. Et c'est clair qu'il y a des magasins qui m'ont refusé l'entrée parce que je ne voulais pas porter de masque. Eh bien, ces magasins n'ont plus eu mon argent depuis. Ils ont perdu un client. Le cinéma m'impose de porter le masque entre l'entrée dans le cinéma jusqu'à ma place dans la salle obscure. Pour moi, c'est déjà trop. Il n'en est pas question, c'est une question de principe, c'est une question de l'engrenage, parce que si j'accepte le masque, ne fût-ce que 3 minutes entre le moment où je rentre dans le cinéma et le moment où je m'assieds dans la salle, c'est 3 minutes de trop qui envoient un message à ces larbins qui sont soumis parce qu'ils n'ont pas le choix, probablement parce qu'ils ont fait le con dans des soirées un peu exceptionnelles ou parce qu'ils ont accepté des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars. J'envoie un message à ces larbins qui sont eux-mêmes soumis à la minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Et donc ces 3 minutes, c'est 3 minutes de trop.